Gutmann. Radio J. Voilà, et comme je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J, Julie Fedida. Julie, bonjour. Bonjour. Alors Julie, vous êtes coach en nutrition et développement personnel. Vous êtes franco-israélienne, c'est-à-dire née en France et vous vivez en Israël. Vous avez 3 enfants, on peut le dire, parce que ça se voit pas. Donc je tiens à le dire. Et ça fait partie également, bien sûr, de votre parcours. Et vous vivez où en Israël ? Alors, je vis à Netanya Oui. avec les 3 enfants. Ah, à Netanya. Voilà, D'accord. c'est étonnant. Sympa. Non, C'est pas une grande surprise pour les non, Français. c'est pas une grande surprise. Et j'ai vu des photos récemment, c'est vraiment une plage Ouais, c'est magnifique. magnifique. J'adore courir là-bas. Oui, j'en suis sûre. Alors, Julie, elle est très sportive. Et moi, j'ai découvert ce qu'elle faisait en la suivant sur les réseaux. Je me suis dit, cette jeune femme, elle a une lumière intérieure. Elle nous parle, elle nous explique les choses. Et j'ai trouvé ça, franchement, exceptionnel. Et quand j'ai compris que vous étiez à Paris, je vous ai appelé en disant, écoutez, venez dans le studio nous parler de votre parcours. Alors, pourquoi ce choix de carrière ? Déjà, merci beaucoup. C'est très touchant. Avec plaisir. Vraiment, merci. Pourquoi ce choix de carrière ? Je pense que c'est vraiment lié, de toute façon, à mon expérience personnelle depuis petite. C'est-à-dire que depuis petite, j'ai toujours été assez complexée. On va dire depuis ma préadolescence, quand j'ai commencé à poser de la conscience sur mon corps, j'ai commencé à être très complexée par mon corps. J'étais rondouillette, comme il disait mon médecin de famille. On se définissait dans ma famille vraiment comme une famille de gros. Voilà, c'était vraiment le truc. On mange beaucoup, on est une famille de gros, on fait pas de sport, etc. Donc, c'était un petit peu, dès l'enfance, lié à cette image. Mon identité, en fait, elle était reliée à cette image-là, d'être grosse. Et puis, j'avais beaucoup de croyances autour de mon entourage. On me disait, par exemple, j'étais complexée par ma cellulite. On me disait, de toute façon, c'est fatalité, tu peux rien faire pour changer. Donc, en fait, donc vraiment, je me disais, OK, je suis complexée et je suis condamnée à être comme ça. Et vers l'âge de 14 ans, j'ai fait mon premier régime. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à faire un marathon de régime, d'être dans la restriction, d'essayer de lutter comme ça contre le surpoids. Mais en fait, plus j'essayais de faire des régimes, moins ça marchait, plus j'étais complexée, moins j'y arrivais, donc je perdais confiance en moi. Je me disais, voilà, c'était vraiment une fatalité pour moi, j'étais destinée à être grosse. Et en fait, en grandissant, j'ai fait l'ALIA à 18 ans. Et vers l'âge de 20 ans, je me suis retrouvée assez isolée en Israël. C'était une année un peu plus difficile pour moi et j'ai commencé à tomber dans les troubles alimentaires, la boulimie notamment pendant 1 an. Et après, un petit peu, quelques années d'hyperphagie. Donc, j'ai vraiment, on va dire, préparé le terrain pour tomber en fait dans ça, dans les troubles alimentaires. C'est quelque chose où, voilà, ça m'a pourri la vie. Toute ma journée tournait autour de ça. Il n'y avait plus rien qui existait. Il y avait beaucoup de souffrance. Vraiment, c'est un enfer de vivre comme ça. Et il y a beaucoup de personnes touchées qui le savent. Et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire, surtout. Bon, des fois, je reçois des messages sur Instagram. Ils me partagent des choses et ils me disent « mais je ne l'ai jamais dit à personne ». Donc déjà, je pense qu'en partageant sur les réseaux, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas toute seule, qu'on n'est pas forcément folle, qu'on a juste peut-être un problème de savoir comment bien manger assez, comment bien penser, comment travailler sur soi. Et comment être rassuré par rapport à ce qu'on ingère, en fait. Voilà. Et mettre de la ingérer confiance. de tout, mais avec modération, avoir confiance en soi. Ouais, il y a plein de facteurs, du coup, qui rentrent en compte. Et vers l'âge de 23 ans, j'ai commencé à faire du sport pour maigrir, de base. Oui. Sauf que j'ai commencé la course à pied et là, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à courir. Donc, au début, c'était très difficile. Au bout de 10 minutes, j'avais l'impression d'avoir fait un marathon. Je me disais, les sportifs, ils sont fous, ils aiment souffrir. Et en fait, plus je le faisais, plus je commençais à me reconnecter à mon corps parce que je me sentais en fait très dissociée de lui. C'était moi et il y avait mon corps à côté que je détestais. Je détestais ce corps-là comme si il ne m'appartenait pas. Et grâce au sport, grâce au fait de bouger, j'ai commencé à me reconnecter, à sentir mes muscles, à sentir mon corps. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai commencé à manger des féculents à chaque repas, à manger des légumes. Ça s'est fait en fait petit à petit, de semaine en semaine, de mois en mois. Et en fait, j'ai perdu 10 à 15 kilos comme ça, on va dire naturellement, en changeant de mode de vie, en apprenant à bien manger, en amenant du mouvement. Et ça m'a fait énormément gagner confiance en moi et en mon corps parce que après des années de haine de soi, j'ai commencé à gagner confiance en moi, à me dire que c'était possible et j'ai amené un changement.
voilà, que j'ai surtout maintenu pendant peut-être 5-6 ans jusqu'à ma première grossesse, en fait. Donc, j'ai vraiment totalement changé de mode de vie. Donc déjà là, Après tout ce que vous aviez vécu, vous aviez retrouvé une certaine minceur, vous étiez bien dans votre corps, dans votre tête. La grossesse, ça vous a pas fait peur? Bah si, justement. La grossesse, déjà, ma première grossesse, elle a été très, très difficile. Il faut savoir qu'en parallèle, je faisais mes études d'ingénieur à Tel Aviv. Ah oui, Donc, c'est je ça. n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Donc Julie, en plus, est ingénieure, Voilà. mais vous avez changé de voie après. J'ai changé, j'ai accouché quand j'ai fini mes études. Et j'ai passé une grossesse très difficile. J'ai pris 23 kilos, j'avais beaucoup de nausées, de vomissements. Et en fait, on va dire que tout ce rapport au corps sur lequel j'avais travaillé, bah, ça revenait en fait. Je voyais mon corps changer, je recommençais à pas comprendre, voilà, vivre tous ces changements, devenir maman, voir son corps changer, avoir la peur de porter la vie, etc. Bah oui. Toutes ces choses inconnues. Et c'est vrai que... Est-ce que vous avez fait un travail psy sur vous-même ou est-ce que finalement c'est votre vécu qui vous a soutenu? Les deux. J'ai consulté pas mal de personnes jusqu'à trouver un jour une kinésiologue qui m'a énormément aidée, qui m'a beaucoup accompagnée dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, dès que je sens que je suis pas très bien, je consulte tout de suite quelqu'un. Je me laisse plus du tout tomber très très bas. Alors qu'à contrario, quand j'étais très mal justement dans les TCA, vraiment en dépression carrément. Dans les quoi? Dans les troubles alimentaires. Oui, pardon. Voilà, c'est très similaire. On est en dépression, on a un trouble alimentaire. J'osais pas demander de l'aide. J'avais honte en fait. Mais alors oui. qu'aujourd'hui j'ai plus honte. Donc le message passe. Voilà. Donc il n'y a pas de quoi avoir honte. Vous qui nous écoutez, vous avez des troubles alimentaires, n'hésitez pas à consulter, c'est important. C'est vraiment important. Oui. Alors, et du coup, après mon accouchement, j'ai décidé de me former dans le coaching sportif. Donc j'ai fait une formation de coach sportive. Et après ma grossesse, j'ai eu une très grosse transformation. J'étais motivée comme jamais. En fait, je n'avais aucun doute sur le fait que j'allais réussir à perdre du poids, que je l'avais déjà fait auparavant. Et j'ai eu une grosse transformation. J'ai commencé à intégrer, il y avait de la course, mais de la musculation. J'ai commencé à me former sur la nutrition. Donc, je comprenais beaucoup mieux comment m'alimenter, pourquoi je choisissais ces aliments-là, comment ça allait me soutenir au niveau de ma santé, au niveau de mes performances, au niveau de comment je voulais me transformer physiquement. Et là, j'ai eu encore une très grosse transformation. Et finalement, je me suis tournée vers le coaching parce que je me suis dit... Je veux donner l'espoir aux femmes que changer, c'est possible, qu'on a un pouvoir en main et qu'on peut s'en sortir tout simplement. Faut-il commencer par y croire? Parce que c'est souvent ça. On a parfois aussi, maintenant, c'est ce que je fais. On travaille parfois sur les croyances qu'on a sur nous, sur le fait que peut-être c'est pas possible, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est une famille de gros, enfin, toutes les choses que moi, j'ai pu me dire par le passé. Et en fait, j'ai tellement souffert. Et avec le recul, aujourd'hui, je suis tellement plus libre dans ma vie. Je me dis, mais c'est pas possible de vivre sa vie comme ça. La vie, elle est trop belle. On passe à côté de sa vie, on passe à côté du kiff avec ses enfants, on passe à côté de tout ce qui se passe autour de nous parce qu'on est dans ce truc-là où on souffre. Et ça, j'ai envie d'aider les femmes à sortir de là, en fait. Surtout les femmes, mais les hommes aussi, ou vous coachez surtout les femmes? Je coach les femmes, oui. D'accord. Je pense qu'on s'identifie plus. Je coach beaucoup de mamans, surtout les femmes, oui. Je pense qu'on a des traits communs, surtout sur notre côté émotionnel. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est important. Donc, quelle est la méthode que vous utilisez quand quelqu'un revient vers vous? On va dire que vous travaillez beaucoup en Zoom et que comme vous êtes francophone, on peut vous appeler de France, de Navarre ou d'Israël, ça n'a aucune importance. Quelles sont les questions que vous posez à la personne, les premières? Déjà, sur son parcours, qu'est-ce qu'elle a essayé, pourquoi elle vient me voir? C'est quoi ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser? Et qu'est-ce qu'elle a essayé déjà par le passé? Parce que moi, je pense qu'à travers les réseaux, on a assez compris ce que je propose. C'est souvent des femmes qui sont lassées de faire des régimes, d'être motivées un mois et de lâcher, qui se disent, voilà, j'ai envie de faire un changement sur le long terme, j'ai envie de changer de mode de vie, j'ai envie de me donner une vraie chance d'y arriver, d'être plus patiente peut-être, surtout changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on aura le côté, bien sûr, j'encadre au niveau nutritionnel, on donne un plan alimentaire. Parfois, pour les filles, c'est juste une question d'organisation, de savoir comment se composer son assiette, comment gérer ses portions, etc. Et parfois, pour d'autres filles, la difficulté au-delà de ça, c'est j'arrive pas à le mettre en pratique. Tiens, je suis rentrée du travail, j'étais épuisée. En fait, j'ai avalé une tablette de chocolat. J'ai attablé une tablette de chocolat. Et il y a beaucoup de traits communs qui ressortent. C'est ce perfectionnisme, ce mindset de tout ou rien. C'est-à-dire qu'elles se lancent pendant 2-3 semaines et dès qu'au moindre écart, elles se disent non,
en fait, j'ai pas tenu, donc elles abandonnent. Et moi, je suis là pour leur dire non. La perte de poids, c'est un chemin. Tu peux emprunter ce chemin-là en changeant tes habitudes petit à petit, en t'autorisant à être imparfaite aussi en chemin, parce que tu dois amener de la flexibilité. Et en fait, si tu prends ce chemin-là en te disant, tiens, j'ai eu une difficulté, au lieu de me dire j'abandonne, tiens, c'est justement là qu'il faut travailler. Peut-être que tu as mal géré tes émotions, peut-être que tu as une croyance qui t'empêche de te dire que tu peux y arriver, ou que ma mère, quand elle était jeune, elle m'a dit ça sur moi, ou que tu as trop de restrictions. Tu dois travailler d'abord sur ta relation à la nourriture pour ensuite mettre les choses en place. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Ça peut être travaillé sur son estime de soi. Parce que voilà, les filles qui ont des troubles alimentaires, il y a une des bases, c'est vraiment qu'elles ont une faible estime d'elles-mêmes, qu'elles ne s'aiment pas, qu'elles se dénigrent. Donc, venir travailler sur comment on se parle, commencer à s'aimer, à se parler avec bienveillance, à être cool avec soi-même. À se dire qu'on le mérite. Si ta meilleure amie, demain, elle vient, elle dit « Oh là là, j'ai mangé 3 parts de pizza, je suis nulle », qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu vas lui dire « Ah non, t'es nulle, laisse tomber ». Tu vas lui dire « Mais c'est rien, en fait, continue ». Chaque jour, c'est un nouveau départ, t'es là pour apprendre sur toi. Donc, en fait, vous déculpabilisez, ça fait partie de votre méthode, les personnes qui s'adressent à vous. Oui, il y a beaucoup de bienveillance, parce qu'il faut comprendre qu'on est un être entier. On n'est pas que là pour appliquer qu'est-ce qu'on doit manger et quand. On a un être, on a des émotions, on a la guerre, on a des choses qui rentrent en compte, on a les grossesses, les problèmes familiaux, les problèmes au travail. Donc, une fois qu'on déculpabilise, qu'on se regarde un peu avec du recul, on se dit ah, en fait, non, bah tiens, j'ai mangé là, mais peut-être que j'en avais besoin finalement. Ou peut-être je vais travailler sur ça pour aller mieux et gérer la prochaine fois, j'essaierai de gérer d'une autre manière. C'est vraiment un moyen. C'est pour ça que je fais beaucoup de développement personnel. C'est qu'en fait, c'est un moyen d'apprendre à se connaître, en fait, à se découvrir. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que le but, quand on fait un coaching, c'est que la fille, déjà, elle apprenne à gérer, qu'elle devienne indépendante au niveau de ses choix alimentaires, qu'elle gagne confiance en elle, qu'elle reste dans l'action chaque semaine. Même si c'était pas parfait, ben tiens, aujourd'hui, tu vas rester dans l'action pour gagner confiance en toi, même si c'est un petit pas. Bien sûr. Tu veux faire 100%, même si c'est que 5%, 10%, avoir cette action qui continue chaque jour pour te dire tiens, j'avance dans la bonne direction. Et c'est ça qui rend heureux en chemin. Bien sûr, évidemment. C'est ça qui rend heureux. Alors, j'ai vu l'une de vos vidéos au moment de la guerre des 12 jours, qui a été très, très dure pour la grande majorité des Israéliens. Perso, avec les 3 enfants, vous n'en pouviez plus et vous avez osé le dire et vous exprimer. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de l'angoisse qu'on peut avoir, au niveau de la façon de se nourrir? Je pense que déjà, quand on vit la guerre, ça met beaucoup de choses en perspective. C'est-à-dire, on se lève le matin, personnellement, j'étais juste heureuse, je remercie Hachem d'être là, d'avoir mes enfants. Oui, on se reconnecte vivante, au moment présent, d'être vivant, de se dire, en fait, tout ça, même j'ai accouché. Vous savez, il faut savoir que Julie a accouché le 6 octobre 2023. Oui, voilà. Donc, niveau trauma, on était pas mal. Oui, ça, j'en suis sûre. C'est vrai que même là, en arrivant ici, en fait, tous les objectifs, ça tombe à l'eau. Là, tout ce qu'on veut, c'est être en sécurité, c'est survivre, c'est pouvoir se gérer, pouvoir gérer les enfants. Et il y a aussi... ce truc, par exemple, on parle de restrictions. Je sais très bien que quand la guerre elle a commencé et qu'on dit des choses comme faites des réserves pour 72 heures, c'est pas le meilleur contexte pour te dire tiens, je vais essayer de maigrir. Non, ça se trouve là, ton cerveau, il est en alerte. Oui. On lui dit que peut-être tu vas être amené à manquer de nourriture, même si au final, ça s'est bien passé. Oui. On envoie quand même des signaux à ton cerveau que tu vas peut-être manquer de nourriture. Oui. Alors non, je pense que inconsciemment, tes comportements, il faut avoir ses objectifs dans les bons moments et se rendre compte qu'on a plein de choses autour de nous qui nous influencent et c'est là où il faut amener beaucoup de bienveillance et se dire voilà, je fais déjà de mon mieux. Et c'est ça qui compte en fait. Bien sûr. Est-ce que après le 7 octobre, quand la guerre a commencé, d'un coup, on a vu dans tout Israël, parce que c'est là que vous vivez, donc on va se recaler sur Israël, on a vu des gens de partout qui créaient des cantines, qui allaient faire à manger, la nourriture comme une obsession d'un coup. Il fallait nourrir les personnes âgées, nourrir les soldats. Nous, on recevait toutes les infos ici. Ça m'a beaucoup marqué. Et même des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une cuisine se sont mis à cuisiner pour les autres. Est-ce que j'ai bien ressenti ce qui se passait? Et est-ce que ça vous a touché? Et est-ce que ça a touché les personnes aussi dont vous vous occupez, Julie? Alors,
déjà, je tiens à féliciter toutes les personnes qui s'engagent parce qu'il y a beaucoup de femmes, des mamans, il y a énormément de solidarité en Israël pour préparer des repas. Il faut savoir que la nourriture, on vit dans une société qui a eu tendance à nous dire que la nourriture, c'est mauvais. On va le voir comme un danger, alors qu'avant tout, la nourriture, c'est un besoin primaire pour vivre. Voilà. Et aussi au niveau émotionnel, parfois, nous, on dit je suis stressée, je suis pas bien, j'ai peur, je vais manger, mais il faut pas oublier que c'est aussi une manière de partager la joie. Quand on se pose devant un repas, quand on fait les shabbats, quand on fait les fêtes, c'est aussi une manière de se dire tiens, je partage un bon moment en famille. Voilà. Donc c'est pas forcément négatif. C'est le côté convivial. Voilà, ça fait partie du monde émotionnel d'être aussi dans la joie autour de la nourriture, et je pense que c'est hyper beau de voir les gens qui amènent de l'amour et qui amènent de la joie à travers ces repas-là, qui amènent aux soldats, qui sont loin de la maison, qui sont loin de la famille, qui reçoivent ces repas-là réconfortants. Ça doit leur amener, ça doit leur réchauffer le cœur. Donc, bien sûr. Donc c'est important. Bien Voilà. sûr, c'est important, de pas diaboliser la nourriture avant tout. Bien sûr. Alors, à quel moment vous êtes passé d'ingénieur à coach sportif? Quel a été le déclic? Vous avez votre première grossesse, vous avez le diplôme, vous accouchez, et qu'est-ce qui se passe après? Vous laissez... Alors, en vrai, je cherche du travail. Et en parallèle, je me dis, comme j'ai du temps et que j'adore apprendre et savoir ce que je fais, je vais me former en coaching sportif parce que je veux savoir comment m'entraîner. J'adore apprendre, tout simplement. Mais vous aviez compris que finalement, s'entraîner au niveau du sport, ça aidait. Oui, alors, à se réconcilier. Je n'ai pas compris tout de suite. Je savais que je voulais avoir du savoir, mais je ne pensais pas que j'allais forcément aller dans cette direction. Sauf quand j'ai eu ma transformation postpartum, j'ai commencé à partager un peu de conseils sur Instagram, de mes pensées, de ce qui m'avait aidé, de comment j'avais changé d'état d'esprit, mon parcours. Et c'est là où j'ai reçu plein de messages, en fait. Des filles qui venaient me contacter, qui me disaient « Est-ce que tu peux me coacher ?» Donc, c'est un peu les filles qui sont venues à moi. Et petit à petit, je me suis dit, en fait, peut-être que je pourrais me tourner vers ce domaine-là. Alors, au début, ce n'était pas évident parce que je ne m'étais pas forcément projetée là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que je ressens que c'est comme ma mission de vie, d'aider les femmes à plus s'aimer, à savoir qu'elles peuvent changer, à se donner du bon aussi, à faire les choses avec une intention un peu plus différente que juste je fais les choses parce que je me déteste et je me supporte pas, et dire vas-y, je commence à me respecter, je commence à comprendre pourquoi je mange de telle manière, avec plus d'amour de soi. Encore, on en revient encore à l'estime de soi. Oui. Et vous me disiez que là, vous avez évidemment de la famille en France, qu'on salue d'ailleurs, et que cette fois-ci, quand vous êtes venu, vous avez mangé des choses qui vous faisaient plaisir, mais vous n'avez pas pris un gramme. Non. Donc ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que vous vous êtes autorégulé. Mais ça, je suis moi-même choquée à chaque fois. Parce que j'ai tellement souffert par le passé que chaque chose qui paraît peut-être anodine pour certaines... En fait, quand on vous voit, vous êtes mince. Vous avez une silhouette mince et voilà. Mais c'est surtout que j'ai travaillé sur le fait, dans mon rapport à la nourriture, on travaille beaucoup sur la restriction. C'est-à-dire que les choses, quand on commence un régime, on se dit ça, c'est interdit et ça, c'est interdit. Et moi, dans ma manière de faire, je dis toujours c'est un rééquilibrage alimentaire. Il n'y a rien qui est interdit. Faut que tu enlèves la restriction de ta tête. Parce que le jour où tu vas t'autoriser, tu vas dire c'est maintenant ou jamais que j'ai le droit, demain j'aurai plus le droit. Et c'est comme ça qu'on commence à tomber dans des excès, qu'on se déconnecte de son corps. Donc aujourd'hui, là, tout ce mois de vacances, je me suis autorisée absolument tout ce que je voulais. Et étonnamment, je pense que je suis beaucoup plus connectée à mes sensations alimentaires et que donc je mange peut-être à mes calories de maintien sans m'en rendre compte. Et c'est vrai que c'est une victoire quand on finit son mois et de se dire waouh, à l'époque j'aurais pris 5 kilos. Mais oui. Et aujourd'hui, j'ai lâché prise et j'ai pas pris un gramme. C'est une réussite. Voilà, c'est une vraie réussite et ça marche. Et justement, donc, quand on a eu plusieurs grossesses ou même une, on peut retrouver, et vous en êtes la preuve, sa silhouette d'avant-grossesse. Ouais, alors on peut même être mieux. Enfin, si vous étiez comme moi. Ah oui. Oui, parce que j'ai jamais été aussi musclée. Mince et forte qu'après ma première grossesse, parce que j'avais intégré de la musculation, parce que je mangeais de la bonne manière. Bien sûr, on revient jamais pareil qu'avant. On a des changements physiologiques, la peau du ventre, le surplus, etc. Ouais. Peut-être pour certaines femmes, le diastasis ou les muscles abdominaux, ils vont. Voilà, on a de la. On peut faire des abdos aussi. On peut faire de la rééducation, etc. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on a eu des grossesses qu'on peut pas, qu'on est condamné, jamais.
Jamais, il n'est jamais trop tard. Même les filles qui ont accouché il y a 30 ans, c'est jamais trop tard pour être plus active, pour faire des changements et surtout sortir du tout ou rien, de se dire voilà, j'essaie de voir long terme, j'essaie de voir qu'est-ce que ça va m'amener au niveau de ma santé, au niveau de mon énergie, essayer de donner autre chose que juste je le fais pour maigrir. Bien sûr. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et alors, Julie Fedida, justement, vous vous adressez beaucoup et elle s'adresse à vous, à des jeunes femmes. Est-ce que vous travaillez aussi avec des femmes au bord de la ménopause ou après? Oui, parce qu'il faut se rendre compte que même à 50, 60 ans, parfois, il y a des choses sur lesquelles on n'a jamais travaillé. C'est-à-dire que même à 63 ans, elle va me dire quand ma mère, j'étais petite, ma mère, elle me disait ça. Elle lui avait fait des réflexions sur la nourriture. En fait, ça l'a hanté toute sa vie. Et parfois, il y a des choses un peu plus profondes sur lesquelles il faut travailler, dont on n'a pas conscience ou qu'on n'a pas mis sur la table. Et en fait, c'est vraiment pas une question d'âge. Ça fait remonter il y a des traumas antérieurs. Voilà, il faut savoir aussi d'où ça vient. On a des mécanismes, on a des croyances qui sont ancrées pour la plupart depuis l'enfance. Et si on n'en prend pas conscience, on peut continuer à agir d'une manière qui nous fait défaut sans comprendre pourquoi, malgré notre volonté de vouloir changer. Bien sûr. On va avoir c'est un peu des trucs d'auto-sabotage. Et là, va falloir creuser un peu plus profondément. Oui, bien sûr. Mais on peut changer, quel que soit l'âge. Bien sûr. Quand on se reprend en main, on peut changer de silhouette et c'est pas forcément une frustration permanente. C'est ça qui est important. Oui, c'est peut-être le fait de voir ça comme quelque chose qui va être épanouissant, parce que dans tous les cas, si on se dit je vais faire un régime et je vais souffrir avec ce régime-là, votre cerveau, il va vous dire mais j'ai pas envie en fait. Bah oui. Attends, je veux pas. Donc essayez de mettre du positif dans le processus de perte de poids. Aussi, lors des premiers rendez-vous, c'est d'essayer de comprendre quels sont les objectifs, quel est le bien que ça va t'apporter, plutôt que est-ce que tu comprends que si tu arrives à l'instant T à faire l'effort qui te paraît difficile, mais pour gagner au long terme, faut que le long terme, il vale le coup. Faut qu'on puisse se visualiser, qu'on sache à quel point ça va nous apporter du bon. Parce que quand on sait où on va et le bon que ça va nous apporter, ça va être beaucoup plus facile de faire un effort sur le moment présent. Parce que ça, le cerveau, il veut du plaisir sur le moment immédiat, donc c'est dur sur lui. Donc, il faut travailler son pourquoi. Il faut se travailler son pourquoi on fait les choses. Ouais. Qu'est-ce que ça veut nous amener de bon? Pourquoi ça vaut le coup? Voilà. Alors, vos objectifs à vous et vos projets? Alors, mes objectifs à moi, déjà, avec la guerre, retrouver peut-être une stabilité, on va dire. Parce que c'est vrai que mes objectifs personnels, dans tous les cas, ils ont été mis un peu de côté avec tout ce qui se passe. Donc, essayer de retrouver le plus vite possible un rythme normal avec la rentrée, là. Et par rapport à mes objectifs professionnels, pour le moment, je suis surtout dans des coachings individuels, mais j'aurais aimé atteindre plus de femmes, continuer à parler, continuer à me faire entendre, parce que je suis contente d'entendre que ça parle. Des fois, on parle, on ne sait pas s'il y a des gens qui nous écoutent, on n'a pas de like. Ça. Et finalement, peut-être que ça peut aider une fille à se dire, tiens, je lui redonne espoir, peut-être que c'est possible. Donc peut-être faire plus de projets en ligne ou créer une communauté, je ne sais pas, je vais Vous voir. Vous réfléchissez à tout ça pour l'année qui vient. Je pense qu'on est beaucoup à trop souffrir pour rien et ça m'énerve en fait. Bien sûr, bien sûr. J'ai envie qu'on soit heureux, j'ai envie que les femmes, elles se sentent bien dans leur tête, dans leur corps, qu'elles soient épanouies, qu'elles s'aiment, qu'elles méritent. Et c'est possible. Vous coachez en français, en hébreu aussi? Je coach qu'en français. D'accord, ok. Oui. Je coach qu'en français. Parce que vous n'avez pas peut-être les nuances encore en hébreu. Alors je sais pas. Peut-être par la suite, je verrai un jour si je suis capable. Je pense que le coaching sportif, je pourrais le faire en hébreu, mais en développement personnel, quand on va dans des sujets vraiment profonds comme ça, je pense que pour le moment, je suis plus à l'aise en français. On verra par la suite. Julie Fedida, quel est le thème que vous auriez souhaité aborder, qu'on n'a pas abordé, la question que je ne vous ai pas posée? La question... Il y a des choses que vous vouliez nous dire? Ben oui, de faire peut-être de faire les choses au bon, dans les bonnes étapes. Parfois, les filles... elles pensent que le problème, ça va être de faire un nouveau régime, j'arrive pas à tenir ce régime-là. En fait, son problème, c'est qu'elle a un problème de gestion émotionnelle, peut-être. Oui. Elle a un problème, voilà, comme j'ai dit, de croyances, de choses un peu plus profondes. Elle a une relation à la nourriture qui est très troublée, elle fait des compulsions alimentaires, elle continue de vouloir maigrir. En fait, cette envie de maigrir, ça l'enferme dans la restriction et dans les compulsions alimentaires. Donc, j'ai envie de dire aux filles de réussir à prendre du recul et de se dire qu'est-ce que je dois travailler vraiment en premier. Parce que parfois, il faut être patiente, il faut voir quel est le vrai problème. Pas à la surface, pas le pansement,
aller directement à la source, parce que je le vois chez mes coachés, celles qui réussissent vraiment à atteindre leurs objectifs de manière rapide, qui mettent en place les actions, qui mettent en place le plan alimentaire, elles se gèrent bien émotionnellement, elles n'ont pas de problème avec la nourriture, elles arrivent à se visualiser, elles n'ont pas de frein psychologique par rapport à ça. Et ça me prouve que la plupart des femmes ont des choses à travailler parfois qui sont un peu plus au-delà de juste la nutrition. Ça va être le mot de la fin. Julie Fedida, qu'est-ce qu'on fait si on souhaite vous joindre? Alors, donc on va sur les réseaux, Instagram, Facebook. Et oui, je suis sur Instagram, YouTube, Julie Fedida Coaching. Voilà. Vous pouvez me trouver là-bas. Et si on veut vous joindre, on passe par... Vous pouvez me contacter sur Instagram directement. D'accord, parfait. Julie Fedida, Fedida, Coaching. Merci d'avoir été avec nous. Puis la prochaine fois que vous êtes en France, vous serez la bienvenue. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.